Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons donc débattre du coronavirus encore une fois, parce que c'est donc la pandémie qui tient tout le monde en haleine. Alors, on va donc discuter de ce sujet comme premier sujet. Il sera donc question d'abord du discours du président du Faso et également des mesures d'accompagnement pour aider le secteur économique, le privé et les couches sociales. Nous allons débattre de ces mesures-là. Et puis, second sujet sera donc question du coronavirus avec 318 cas aujourd'hui signalés, avec aussi, on va dire, un nouveau plan de riposte révisé. Nous allons donc rentrer en profondeur dans ces questions-là. Et puis, troisième sujet, ce sera au Mali. 5 proches de Soumaïla Cissé, donc pris en otage, ont été libérés. Nous débattrons de ces sujets-là avec mes invités. André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo sur ce plateau. Deuxième invité, Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média. Il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis, juste à la gauche d'Évariste, on a Bama Lagui. Bama Lagui est donc il est donc rédacteur en chef du Courrier confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci, Bamala Guidé, sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Ali Mamadou Compaoré, et donc il est journaliste. Merci, Ali Mamadou Compaoré, sur ce plateau. Avec vous, on va débattre de ce sujet-là. On commence donc par le premier sujet qui est qui évoque donc les mesures d'accompagnement du chef de l'État, donc annoncées par le chef de l'État lui-même. Déjà, critique pour commencer, dans la forme, certains ont estimé que ce n'était pas au président du Faso de venir annoncer des mesures qui auraient pu faire, bien sûr, le Premier ministre, et que le président devrait avoir un discours plus solennel, un discours qui appelle au renforcement, qui appelle au courage, qui remonte le moral des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ali? Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce discours. Il faut dire que c'est un discours qui était très attendu par les Burkinabés, vu la situation sanitaire de notre pays, vu la situation économique et vu la situation sécuritaire. Le président a fait, un certain nombre de propositions pour essayer de juguler la situation. Mais j'avoue qu'à l'intérieur de ce qu'il disait, il y a certaines choses qui ne relèvent pas d'un chef d'État. C'était un discours, le président devait utiliser cette opportunité pour s'adresser réellement dans le fond et dans la forme au Burkinabé, pour qu'ensemble nous puissions nous relever pour faire face à la situation. Bon, en attendant que les autres, bien entendu, disent quelque chose sur ça, moi, ce que j'ai remarqué, il y a une mesure qui m'a paru un peu bizarre. Quand le président du Faso dit les taximètres seront garés gratuitement, ça m'a fait rigoler. Je ne sais pas qu'est-ce que le maire Benwende Arma fait à Ouagadougou. Ça, c'était un président qui dit les taxis seront garés gratuitement. C'est bon. En fait, on a l'impression que le président était coincé par rapport à la situation. Il est sorti, il a fait un discours, mais finalement, il n'a pas résolu le problème des Burkinabés, parce que les Burkinabés ont toujours peur, ils sont anxieux pour leur santé, ils sont anxieux pour les questions de sécurité, ils sont anxieux pour le lendemain. Réellement, il apporte beaucoup plus d'ombre que de lumière par rapport à ce discours. C'est vrai, il y a un chapelet de mesures qu'ils vont prendre et tout, mais je ne crois pas que les Burkinabés aujourd'hui sortent contents, sortent tranquilles après ce discours. Mais on verra. Il semble, j'écoutais tout à l'heure en venant sur une radio un ministre qui disait « ouais, le président n'a pas dit, mais les ministres vont rentrer ». Je crois que c'est à l'issue des critiques des populations que maintenant on essaie de rattraper pour dire que les ministres, de façon sectorielle, vont gérer un certain nombre de choses. Bon, mais si les gens se plaignent, c'est parce que le président, justement, de façon sectorielle, a parlé d'un certain nombre de gens et a oublié les autres. C'est pour ça que, mais s'il avait fait un discours de façon globale, un discours de vision, parce que la vision englobe tout, alors que lui, il a fait un discours pour se faire plaisir, parce que les gens parlaient, je vais faire un discours pour faire plaisir aux gens, et c'était dommage. André Géliboudou, le président dit que le ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus, auront pour conséquence des tensions de trésorerie de l'État. Est-ce qu'il annonce déjà ce qui va arriver demain? Cela me semble évident. Mais je dois dire que je fais partie de ceux qui, il y a 2 semaines, demandaient au président de parler au peuple. Donc, je suis très heureux qu'il en parle. Ce que je dois dire en plus, c'est que ceux qui pensent que le président ne doit pas parler, c'est lui que nous avons élu. Moi, je n'ai pas élu un premier ministre. Oui, d'accord, mais ce qu'il a dit, c'est un discours, il fallait un discours plus solennel qui touche le cœur des Burkinabés qu'un discours avec la calculette, comme on dit, quoi.
qui s'adresse aux calculs mathématiques et économiques. Moi, je dirais, lui dire ce qu'il fallait, il faut il y a qu'à, tout le monde peut dire ça. Ceux qui estiment que le président n'a pas dit suffisamment ce qu'il devait dire, qu'ils écrivent ce qu'ils doivent lui dire et aller lui dire. Par exemple, moi, j'ai écrit une lettre ouverte, mais qui n'a pas encore paru, où j'estime que, par exemple, le président, la première mesure que vous avez prise, vous vous rappelez, ça concernait les enfants. C'est la fermeture des écoles. C'était la toute première mesure pour barrer la route, pour protéger nos enfants. Vous regardez dans le chapelet des mesures, il n'y a aucune trace qui concerne l'éducation et l'enseignement. J'ai dit la meilleure façon de décimer un peuple, c'est de faire out les enseignants et l'éducation. Ça veut dire on peut tout résoudre. À la fin de cette épidémie-là, si les enseignants et ceux qui éduquent là ne sont pas pris en charge, vous n'avez absolument rien. Or, le président n'en a pas parlé. Au lieu de le critiquer pour dire qu'il n'a pas d'ici, moi, je lui propose d'en parler et je lui propose deux mesures. Donc, je vais dire, comme Emmanuel Macron a dit, nous sommes en guerre. Je crois qu'on a besoin des armes de tout le monde. Que tout le monde vienne, que chacun propose, que chacun dise ce qu'il pense qu'on doit faire et on va gagner la bataille. Je crois que aujourd'hui, je suis d'accord avec tous ceux qui passent tout leur temps à dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Proposons des choses parce que ce que nous devons faire, la nation, nous devons gagner cette bataille, nous devons gagner cette guerre pour notre nation. Moi, je ne me bats pas pour le président, je ne me bats pas pour un ministre, je me bats pour moi-même et je me bats pour tous les gens qui sont proches pour qu'à la fin de cette pandémie-là, nous nous retrouvions toujours ici. Lagui, en plus de cela, le président dit que la réduction du taux de croissance va dégringoler de 6,3% à 2% en 2020. Taux de croissance, ça dit que c'est la vie qui sera chère. C'est ce que cela veut dire, c'est que les Burkinabés seront plus pauvres encore, parce qu'ils vont dégringoler du niveau de croissance où nous sommes aujourd'hui. Certains ont estimé qu'ailleurs, le président n'a pas fait cas de ce qui est, comme Eugène le disait, pour l'éducation, mais pour la santé. Il a seulement félicité le personnel de santé, mais de toutes les mesures qui sont apparues, aucune mesure n'est allée en direction donc, de ce personnel de santé. Ouais, et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et moi, ce que j'ai pu faire comme, en tout cas, remarque de façon générale sur ce discours du président, c'est que c'est un gros saupoudrage qu'on a fait. Je n'ai pas vu de la stratégie dans tout ça. Ça dit que j'étais tellement déçu que, ça dit que dans d'autres pays, on a vu, quand on a écouté ce que les gouvernements ont pris comme mesure, par exemple au Bénin, on sent que des gens sont rentrés dans des laboratoires, ils ont réfléchi et puis ils ont sorti des choses. Mais ici, j'ai l'impression que, c'est des lieux communs, on est dans les lieux communs, ce que tout le monde aurait pu faire, ce que moi, en tant qu'individu lambda, j'aurais pu faire, c'est ce que le gouvernement sort, ou le président lui-même sort et puis il fait. Il ne voit pas où c'est toute la réflexion, où on a innové dans cette façon de gérer la crise-là. Et on a voulu toucher à tous les secteurs, prendre des mesures à lui, à Dia, partout, et puis on ne sait pas dans quel sens on va exactement. On ne voit pas la stratégie pour sortir de ce bourbier-là. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et tu le dis si bien. Comment on peut comprendre que ceux-là qui sont les premiers acteurs, les premiers qui sont au front, le front line, comme les Anglais le disent, on ne voit rien pour eux. Et quand on les écoute, on se demande où on va. Moi, j'écoutais un médecin hier soir sur Omega FM, pour ne pas le citer, mais je me dis, mais on est où finalement dans ce pays-là? Si on atteint ce niveau de menace, et puis les médecins sont encore dans cette situation où ils décrivent encore, et ça me rappelle encore la même chose quand cette histoire de djihadisme a commencé. Pendant que les militaires sont au front en train de se battre de beaux diables, ils ont encore à traîner des problèmes de gilets. On se demande où est le gouvernement dans tout ça? Qu'est-ce qu'on prend comme mesure exactement pour faire avancer ceux-là qui sont au front, qui veulent faire changer la donne? Si on fait rien pour ces gens-là, comment on peut avancer? Non, franchement, quand je regarde ce pays, je me demande, est-ce qu'on a vraiment un État? Quelque part aussi, quand on regarde au niveau du milieu économique, par exemple, le secteur privé, des mesures sont venues pour soutenir ce secteur-là qui, disons-le, est un pourvoyeur, on va dire aussi, de beaucoup de choses. Mais là encore, quand on écoute les spécialistes de ces questions aussi, on se demande si c'est vraiment bien réfléchi. Est-ce que ça a été vraiment bien adressé? Il ne s'agit pas de se lever et dire oui, et quand on écoute, il n'y a rien de précis, quoi. Quand on va prendre des mesures pour tant, on va prendre des mesures pour tant, mais concrètement, c'est quoi? Ça revient à quoi concrètement? Moi, je n'ai pas vu ça. Il ne s'agit pas de sortir, dire on va faire, finalement, on ne fait rien. D'accord, on va rentrer dans le fond des propositions, des mesures qui ont été prises. Évariste Konsebo, lecture générale de forme. Le président ne devait pas parler de mesures concrètes du genre, c'est l'affaire du gouvernement, du Premier ministre notamment.
mais le président devait plutôt s'adresser aux Burkinabés, les encourager, leur montrer des perspectives d'avenir et puis permettre à tout le monde d'être résilient. Mais la forme, en fait, je ne sais pas moi, de la réaction, ben c'est un héritage de notre système en fait, de gouvernance. On l'a toujours dit, on a un système de présidentialisme fort. Le Premier ministre, à la limite, il ne sert à rien, c'est infusible. Parfois, de temps en temps, quand on enlève certains Burkinabés, on a l'impression que les choses vont changer, mais et c'est aussi lié au fait que la gouvernance ne s'entoure pas des compétences nécessaires dans tous les domaines. C'est le lieu de récompense des amis, des copains, des militants. Et finalement, quand on doit diriger un État, on l'a vu à plusieurs reprises, devant des situations graves, devant des crises, on voit ce déficit-là. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas du tout nouveau. Et le président Compaoré ne fait que s'inscrire dans la lignée, dans la longue tradition que ça a toujours été. Sauf que peut-être sous d'autres temps ou dans d'autres lieux, il y avait quand même certaines compétences dans certains domaines pour gérer. Maintenant, c'est vrai, j'ai aussi. C'est pas étonnant. Parce que quand vous avez vu, on s'est contenté de copier-coller les mesures. La France a pris des confinements, les États-Unis, le Sénégal. Donc nous aussi, on prend la même chose, sans contextualiser. Donc il fallait s'y attendre. C'est maintenant qu'il faut adapter. Le président Talon, bien sûr, a dit d'entrée, lui n'a pas les moyens de confiner tout le monde. Donc il va réfléchir pour voir comment est-ce qu'il peut sortir les mesures. Et lui, il l'a dit. Et c'est comme ça, avec tout le monde, on s'assied et on trouve les mesures. Maintenant, nous, on a copié tout le monde en oubliant qu'aux États-Unis, on n'a pas les moyens de donner l'argent à tout le monde. En France, le SMIC est toujours payé. Au Sénégal, Macky Sall a puisé dans les réserves pour soutenir les ménages qui sont défavorisés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà maintenant où nous en sommes. Bon, c'est l'improvisation. Ben voilà, pendant que nous en sommes maintenant, comment on fait? Et c'est ça. André? Oui, moi je voulais dire quelque chose, mais en appuyant sur ce que Évariste vient de dire. Vous savez, pour gagner une bataille comme ça, comme avait dit en général, la guerre est tellement une chose très sérieuse qu'il faut la laisser simplement aux mains des militaires. Aujourd'hui, si vous regardez toute la communication, tout ce qui se passe, c'est réservé à un petit clan. Il y a un médecin qui est là, un professeur de médecine qui parle, il y a le ministre qui vient s'asseoir à côté de lui. On ne peut pas gagner cette guerre-là en la laissant simplement aux mains des professionnels. Je n'ai pas vu un anthropologue parler, je n'ai pas vu un sociologue parler, je n'ai pas vu, etc., etc. C'est comme au temps du terrorisme. Vous ne pouvez pas laisser cette guerre-là seulement aux mains de ce que vous appelez spécialistes. Moi, j'ai l'impression pour cette communication, je ne sais pas, j'ai l'impression seulement que le ministre, c'est comme pour faire un discours à la nation, on demande à chaque ministre d'envoyer des éléments et on rabiboche et on fait un truc. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on a mis à profit tous les cerveaux des Burkinabés pour réfléchir à un problème qui leur est commun. Moi, je n'ai rien contre les ministres, ils sont 30 et quelques, c'est très bien pour eux, mais ces 30-là ne peuvent pas nous sortir d'affaires. Même leur volonté, ils ne sont pas capables de nous en sortir. Il faut mettre tout le monde à contribution pour que nous réfléchissions ensemble sur ce que nous pouvons faire. Vous allez laisser les ministres vont se démener comme des beaux diables, mais on ne va pas s'en sortir. Or, j'ai l'impression, peut-être que l'ampleur de la tâche les omnibule et ferment leurs yeux pour que ce qu'ils peuvent demander. Mais je pense que là, il faut crier à l'aide pour mettre tous les Burkinabés ensemble afin que nous réfléchissions ensemble sur ce que l'on peut faire. Sinon, si on laisse ça simplement aux mains des spécialistes, là, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Personnellement, je n'ai pas fini sur les mesures. Oui, on va aller au fond dans les mesures qui ont été données. C'est des mesures purement, on va dire, économiques. Le volet social, on sait qu'il y a par exemple le volet social, l'assistanat, de l'assistance aux démunis, etc., liés aux effets des mesures qui ont été prises de fermeture, d'interdiction, etc. Alors ici, le chef de l'État a axé, en tout cas, toutes les mesures pratiquement sur le secteur privé, sur les entreprises. Non, ça c'est encore pas juste de dire cela, parce qu'au niveau des entreprises, que vous avez vu là, 80% c'est des remises de pénalités, en dehors du fait qu'on exonère en fait les TVA sur les produits pharmaceutiques. C'est des remises de pénalités, des reports d'échéance. Et le plus gros, en fait, des entreprises, c'est quoi? Comme il a si bien dit, le niveau de l'activité va diminuer. Si le niveau de l'activité diminue, mais les impôts diminuent aussi. Et si les impôts diminuent, les caisses d'État seront moins vides. Mais en revanche, ce qu'il faut soutenir, en fait, il n'y a pas de mesure de soutien. Parce que l'entreprise qui va vendre moins, à la fin du mois, il se retrouve avec les charges. Il va payer les fournisseurs, les salariés. Les salaires doivent continuer. On a même vu dans certains domaines de transport, ils ont mis les gens en chômage technique et ça, il y a des conséquences. Donc, c'est ce genre de mesures-là, on ne l'a pas. J'ai tout simplement vu qu'il s'adresse au système bancaire pour prendre des dispositions de report d'échéance. Mais là encore, pour la microfinance, ça a été donné, mais
Et les gens, on n'a pas eu des mesures de soutien. C'est des mesures peut-être, mais attends, si les gens sont coincés, les impôts dans tous les cas, ils ne pourront pas les payer. Hein. Donc on décide de les reporter. En revanche, vers l'informel, j'ai vu que, bon, quand peut-être on dit vous ne payez pas vos boutiques, celui qui a, là oui peut-être, à Rodoko, oui, peut-être oui, parce qu'il ne vend pas, il n'a pas. Bon, l'électricité, l'eau et tout, c'est des mesures d'ordre social. Sinon, au niveau des entreprises, il y a encore beaucoup peut-être encore à faire pour soutenir. Madame, pour les entreprises, on peut lire qu'il y a la délivrance des attestations de situation fiscale aux entreprises non en règle, de leurs obligations fiscales. Là, je vous arrête. Là, ça m'a fait sourire. C'est pourquoi? Parce que légalement, le fait de ne pas être à jour n'est pas un motif pour qu'on refuse de vous donner l'ASF. C'est une interprétation de l'administration. Donc, venez dire que maintenant, même si vous n'êtes pas à jour, on vous donne. Moi, honnêtement, en tant que praticien, je me suis posé beaucoup de questions. Et la suspension aussi de la taxe patronale d'apprentissage sur les salaires au profit des entreprises des secteurs du transport des personnes et de l'hôtellerie. Ça, c'est quand même. Et même quand on me dit on baisse la TVA sur l'hôtellerie, à l'heure actuellement du confinement qui voyage, les hôtels sont vides. Bon, écoutez, moi, j'ai écouté beaucoup le discours du président. J'attendais, nous tous, on a demandé que le président parle. J'ai écouté de gauche à droite. Ce qu'on peut reprocher, ce que moi je reproche au président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est qu'à chaque fois, il rate les occasions de ramener les Burkinabés ensemble pour travailler. Eugène a dit que ce n'est pas le président seul, il faut que tous les Burkinabés, oui, mais si tous les Burkinabés travaillent, mais nous tous, on ne va pas aller s'asseoir à Kosiam pour écrire le discours du président. Il y a ces hommes à lui qui écrivent, il a ses plumes, il écoute les gens. Par exemple, on a parlé de l'école. L'école est fermée depuis. On ne nous a pas dit quand est-ce que l'école va s'ouvrir. Voilà. Et quand l'école va s'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Le bac, le BEPC et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas entendu un mot sur ça. C'est pour cela que moi je dis que quand on est chef d'État et qu'on dirige un pays, on se fait entourer par des gens qui sont compétents. On ne se fait pas entourer par des amis. C'est bien l'amitié. Moi, j'aime bien l'amitié. C'est quelque chose de très bien, de très sacré. J'aime l'amitié, j'aime mes amis, et mes amis le savent. Mais quand il s'agit de diriger, il faut prendre l'ami qui est capable de vous aider à avancer. Sinon, aujourd'hui, j'ai l'impression que Kosiam n'est pas un bureau où les gens s'asseyent pour réfléchir, pour discuter, mais plutôt un endroit où on va s'amuser. Et là, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Il faut que le président Roch-Marc Christian Kaboré s'entoure des gens sérieux. D'accord. Il fasse des discours sérieux à la nation. D'accord. Et qu'à la fin, il ne peut pas tout dire. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Moi, j'ai essayé de comparer le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré avec le discours de Blaise Compaoré, son discours quand il quittait le pays dans des conditions difficiles, terribles. Mais Blaise Compaoré a fait le plus beau discours de son type de président, alors que c'était dans des conditions terribles. Ici, on a une situation, il y a le coronavirus, c'est terrible aussi, mais le président devait prendre son temps pour sortir, faire un bon discours à la nation sur tous les aspects. Ça c'est fait, mais sur les mesures concrètes, on voit par exemple qu'avec la fermeture des YAR, le président a décidé par exemple qu'il y ait par exemple la suspension des loyers, la suspension des droits des places, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, la prise en charge des frais de gardiennage. Oui, mais M. Loukman, c'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que le président devait faire un discours avec une grande vision. Un discours de vision. Et puis ensuite, laisser quelques trucs, des petits trucs sectoriels là, à ceux qui dirigent. Qu'est-ce qu'il a à faire avec le marché de Ouagadougou? Il y a Arma Bewende, le maire, qui s'occupe de ça. Et le ministre du Commerce. Et le ministre du Commerce. Je ne sais même pas si Roch, le président Roch, je m'excuse, je ne sais pas si le président Roch, depuis 20 ans, il a mis son pied une seule fois même à Rodouoko. Il connaît l'endroit, mais je ne suis pas sûr qu'il ait mis son pied à Rodouoko là pour savoir. Par contre, le maire Bewende, lui, il rentre là-bas tous les jours, il connaît les... Donc, le maire Bewende pouvait bien s'occuper de cette affaire. Mais non, donc lui, il devait faire un discours global, de vision, et puis ensuite, à l'intérieur, on essaie de régler les petits. J'ai vu quelquefois sur les réseaux sociaux où les artistes se sont plaints pour dire dans le truc là, on n'a pas parlé de nous. Le ministre Sango est obligé de sortir pour dire non, on a parlé de vous, mais je vais m'occuper de ça dans 2 jours. Bon, c'est du tâcheronnage, tout ça quoi. Sur les mesures, sur les mesures là, on ne va pas continuer Ali disait que le président n'est pas allé à Rodouoko. Si le président part à Rodouoko, il va voir le grabuge là-bas parce que c'est service de... Je ne parle pas de maintenant. Le service de... Donc là, nous avons fouetté tout le monde. Mais cela dit, je voulais revenir sur des questions certaines, même si
Prenez le cas de l'éducation. J'ai dit la première mesure concerne l'éducation. Vous savez, quand on a arrêté l'école, je prends le cas des vacataires. À la fin du mois d'avril, il y a des gens qui se sont retrouvés avec 10 000, 20 000 francs. Comment ils peuvent vivre? C'est ça les mesures de soutien. Voilà. Et ce mois-là, il n'y a pas école. Ça veut dire que les vacataires, si je prends simplement ce cas-là, il y a des gens qui n'auront rien. Or, on est en train de fistoler. Je dis, si on ne prend pas la chose d'une manière structurelle, pour parler des problèmes d'une manière structurelle, pour les résoudre d'une manière structurelle, on peut se poudrer comme quelqu'un l'a dit, mais on ne va pas résoudre le problème. Or, aujourd'hui, au Burkina, on sait qu'il y a 2 ou 3 problèmes. Si vous réglez 90% des problèmes des Burkinabés. C'est la question de l'éducation, c'est la question de la santé, c'est la question de la nourriture. Je dis aujourd'hui, peut-être que je presse pour ma chapelle, mais si on ne règle pas le problème des éducateurs et des enseignants, coronavirus va finir, mais vous ne trouverez personne pour vous occuper de nos enfants. D'accord. Alors, André et Jeanne Yboudou, pendant que nous sommes, la question aussi de l'union sacrée revient en surface. Les uns et les autres estiment que les Burkinabés doivent dépasser beaucoup de choses, même s'ils ne le veulent pas, ils sont conscients aujourd'hui que tout le monde peut donc empathie. Et du discours du président, on n'a pas vu un clin d'œil au reste de la société. On n'a pas vu, par exemple, certains estiment même que d'ailleurs, dans le cas de remobiliser l'administration, il fallait revenir sur des mesures, par exemple sur l'UTS et tout ça, mais le président est passé loin de tout ça. Du moins, on ne l'a pas vu dans le discours. Quelle est l'explication, quelle analyse? C'est pourquoi j'ai dit encore une fois que devant un tel problème comme ça, il ne faut pas simplement que les gens qui ont l'avantage d'être aux affaires immédiatement pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir régler les problèmes des gens. J'ai dit c'est un problème de la nation. On a besoin de toutes les intelligences. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, le président s'entoure d'une équipe technique qui est composée de plusieurs compétents de la nation. Il les connaît. J'imagine qu'il a son carnet d'adresse, j'imagine qu'il a son bloc-notes où il a toutes les compétences réunies, où il peut aller demander 2 personnes par spécialité de venir parler avec lui. Et quand vous écoutez les autres présidents parler, ils vous disent, selon l'avis de certains techniciens, selon l'avis des infirmiers. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand j'écoute parler, quand je lis, j'ai l'impression seulement qu'il n'y a que ceux qui sont aux affaires, notamment les ministres, qui écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire et qui disent au président, il faut dire. J'ai dit, ça dépasse la compétence. Je voulais ajouter un peu d'eau au moulin de choses, excusez-moi, juste au moulin des jeunes. Quand on parle de l'unité nationale et tout ça, on a parlé de cette question-là sur ce plateau à plusieurs reprises, même au moment difficile des attaques terroristes, on a parlé de ça. Voilà encore une situation. Qu'est-ce qui empêchait au président Roch-Marc Christian Kaboré d'appeler le président du CFOP, le chef de file de l'opposition, pour discuter avec lui. Et les syndicats. Et le syndicat, bon, le chef de file de l'opposition, pour dire, bon, cher ami, voilà la situation du pays, voilà où nous sommes. Voilà la situation sanitaire réelle du pays, voilà la situation économique du pays, voilà la situation sociale, voilà la situation politique. Voilà les propositions que moi je veux faire pour qu'on sorte de là. Écoutez, je ne pense pas que c'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on est contre le Burkina Faso. On est dans l'opposition peut-être pour un temps donné, ensuite on passe au pouvoir. Même lui, Roch-Marc Christian Kaboré, il a été opposant 8 mois avant de devenir président. D'accord. Donc je pense qu'il refuse. On parle de ça tous les jours, mais ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui refusent de discuter avec les gens et qui pensent qu'ils ont la science infuse. Et à chaque fois qu'ils sortent pour parler, c'est la catastrophe. D'accord. Alors, oui, Bama, sur la question, par exemple, c'est un aspect important aujourd'hui parce qu'on parle de thérapie, on parle d'autres thérapies qui viendraient peut-être d'ailleurs, d'Occident, etc. Mais le président n'a pas, par exemple, appelé de façon expresse la pharmacopée ou les thérapeutes africains, par exemple, s'est mobilisés. On aurait peut-être pu, certains en tout cas ont estimé qu'ils attendaient un tel appel du président pour mobiliser toutes les composantes de la société. Oui, ça revient encore à ce qu'on a dit au début. Tout ça, ça procède d'une stratégie. S'il n'y a pas de stratégie à la base, on ne peut que naviguer à vue, et c'est ce qu'on regarde. On aurait eu une situation où des gens s'étaient mis à réfléchir sur cette situation, on aurait pris en compte ces aspects-là. Mais quand on est là, on gère la situation au quotidien par à coup. Quand une situation arrive, on bloque et puis voilà, on gère de façon comme un bricolage. Mais on ne peut que trouver ces situations-là. Sinon, comment on peut comprendre que... Mais c'est ahurissant par moment. Depuis janvier, moi je me rappelle, depuis janvier, la ministre de la Santé est sortie faire un discours où elle dit que
Pendant qu'on parlait encore du coronavirus en Chine, c'est encore très loin de nous. Elle a dit que le Burkina est prêt, qu'on a tout est à place, qu'en cas de coronavirus au Burkina, il n'y a rien à faire, on est prêt à riposter. Oui, et ça vient, voilà où on est prêt là. Ce bricolage, c'est ça qu'on dit qu'on est prêt. Depuis janvier, qu'elle a dit ça? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Avec cette situation qu'on nous présente, est-ce qu'on était prêt? Rien. Et puis, ça aussi, l'autre problème de ce régime, c'est le mensonge. Le mensonge à outrance. Quand on gère un pays dans le mensonge, on ne peut pas avancer, c'est comme ça rattrape toujours. Et c'est ça le gros problème de ces gens aujourd'hui. Ils sont dépassés par les événements, ils n'ont plus rien à proposer. Et bon, ils courent boucher un trou ici, après demain, l'autre se présente, on bouge, et puis voilà. On ne peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Évariste ? Le mensonge, là, ils n'ont pas la paternité. Hein. C'est des dirigeants d'une génération qui ont toujours pratiqué ce style de gouvernance. Maintenant, par rapport à la question de l'union sacrée, c'est vrai que je suis resté sur ma soif parce que à l'endroit de la fronde sociale, on n'a rien vu du tout, alors que tout le monde sait que le pays est en crise. On a besoin de tout le monde. Même les concepteurs et tout autre que vous parlez, il faut quand même un geste. On s'y attendait, on devrait du moins s'y attendre à ce que cette question d'UTS, là, au moins, on fasse quand même une pause. Une fois la guerre passée, on reviendra peut-être pour discuter. Mais là, on a eu l'impression que c'est un non, un niet catégorique, puisqu'il n'en a même pas évoqué, il n'a même pas parlé de ça. Donc, maintenant, par rapport donc à les concertations en matière de crise, des mécanismes existent pour saisir le chef de file de l'opposition, pour convoquer le corps social, tout ça existe. Mais toujours est-il peut-être qu'on n'a pas la même lecture de la gravité ou du degré de la crise. Peut-être, c'est ce que je me suis dit. Écoutez, sur cette question, moi j'ai causé avec quelqu'un qui est un homme politique qui m'a dit, ce matin même, il me disait, mais écoute Ali, si vous comptez sur ce gouvernement pour sortir de la crise du coronavirus, vous mettez le doigt dans l'œil. Et j'avoue que je n'étais pas d'accord avec lui, on a échangé assez durement, mais sur certains points, je pense qu'il a raison. Quelque part, ce que je vais dire, je ne veux pas, ça me fait mal au cœur, mais j'ai l'impression que c'est du pain béni pour ces gens, pour qu'ils puissent faire du mouta-mouta et puis espérer. Mais est-ce que, quelque part, est-ce que le Burkina Faso n'était pas totalement dans une situation qui ne lui permet pas aujourd'hui de faire face à cette crise qui semble être aussi une crise assez préoccupante? Est-ce que les caisses de l'État étaient vraiment en forme? Parce qu'on a vu que de tout cela, il n'y a que 500 millions que l'État burkinabé a pu décaisser aujourd'hui. On va y arriver. Oui, mais pour dire simplement l'état de santé des caisses aussi. Même pas du tout près. D'abord, prenez les sorties des syndicats. Le syndicat de Sincha. Ils ont toujours revendiqué du matériel. Oui. Hein, et quand on regarde le plan de riposte, il y en a pour au moins 12 milliards de matériel de logistique. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être ministre de la Santé et sortir dire qu'en cas de crise, on peut. Bon, quelque part, je ne sais pas. Bon, en attendant, peut-être qu'on a... Étions-nous vraiment un pays qui est sur ses pieds avant cette crise-là, économiquement parlant, etc. Ce qui plombe notre nation, c'est qu'on a divisé les gens en deux catégories. Il y a ceux qui savent, et qui ont le droit de parole et qui peuvent tout dire, même si souvent ils disent des âneries, et ceux qui doivent se taire. Et quand quelqu'un n'est pas dans le groupe de ceux qui doivent parler, ce qu'il dit, personne n'en tient compte. Aujourd'hui, on ne peut pas être antagonique pour dire, vous savez, quand le syndicat parle, ils ne peuvent pas dire, ils ne sont pas avec nous, ils doivent se taire. Or, aujourd'hui, on est arrivé à une certaine forme de cristallisation, que même ceux qui ne sont pas dans le camp béni, comme on dirait, même s'ils parlent, on ne les écoute pas. Aujourd'hui, si vous écoutez la remontade de tous les syndicalistes, c'est qu'ils demandent des choses simples et très précises. J'ai l'impression que le gouvernement pense qu'en accédant à leurs demandes, en donnant le minimum de ce qu'ils demandent pour faire leur travail, c'est comme si le gouvernement se désavouait ou bien si le gouvernement pensait qu'il a raté la lutte. Non, aujourd'hui, ceux qui sont en première ligne dans la bataille, ce sont le personnel soignant et les gens qui sont à côté. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de les écouter pour qu'ils puissent, pour qu'ensemble on puisse. Or, vous ne pouvez pas faire une union sacrée si vous pensez que l'union sacrée seulement concerne ceux qui sont à côté de vous. Dans l'union sacrée, il y a ceux même qui ne partagent pas vos objectifs, mais qui peuvent être quelque chose avec vous. Il a parlé, par exemple, de chef de file. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement accepte, et l'humilité simplement, de mettre la balle à terre, de dire, nous sommes en guerre,
nous avons besoin de tous les fils du pays pour gagner la guerre. Et ça, c'était le chef de l'État qui devait faire cet appel solennel, non? C'est pourquoi j'ai dit simplement, il faut que le gouvernement ait l'humilité de mettre balle à terre et de rassembler tous les fils autour du pot qui est troué pour que chacun amène son doigt pour qu'on bouche le trou. On termine sur ces mesures-là. Certains ont fait une analyse vraiment un peu politique ou électoraliste de ces mesures. J'ai estimé que c'est la clientèle politique qui a été concernée ici. Donc, par exemple, tout ce qu'on cite, les questions d'unité nation, d'union sacrée, questions de pharmacopée, thérapeutes africains, question par exemple du personnel de santé et même la question de la riposte sanitaire ne sont pas apparues dans le discours du président. Et donc c'est comme si tout ce qui a été fait, c'est pour le monde des marchés et arts, donc a priori une clientèle politique. Est-ce que vous partagez cette pensée ou c'est un peu trop abusé que de voir des choses comme ça? Non, ceux qui le pensent, ils ont de bonnes raisons de le penser parce que quand on regarde les faits incitent à penser ainsi, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une telle situation, on fait un discours et des pans importants de la société sont carrément ignorés. Les gens qui sont les plus concernés par le problème qui est posé sont ceux-là qui sont pris le moins en compte dans le discours. Mais on ne peut que considérer que c'est une politisation à outrance de cette gestion de la crise-là. Et ça, les faits le montrent à souhait. Quand on prend la façon même de composer cette équipe-là qui doit faire face à la crise. Quand on écoute certains spécialistes, prenons le premier responsable même de cette riposte-là, le professeur, je l'aime bien. Mais quand on écoute, ce n'est pas l'homme de la situation. C'est pas l'homme de la situation. Lui, il est un clinicien. C'est un médecin qui est en salle, qui soigne les gens. On le prend pour gérer une situation où on a besoin plutôt des spécialistes d'épidémie. Oui, et puis même comment on appelle ça? C'est plutôt la santé publique. Oui. C'était l'espèce de santé publique qui doit gérer ces questions-là. Oui, mais lui, il est là, quand on l'écoute souvent, il est beaucoup plus porté. Et ça fait qu'on se retrouve avec des dichotomies entre ce qu'on dit officiellement et les faits sur le terrain. Prenez par exemple le cas le premier décès du coronavirus au Burkina. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce décès-là? La députée Compaoré. Oui. Figurez-vous qu'à l'instant où on est en train de se parler ici, son domicile n'est pas encore désinfecté. Le premier décès, je vous dis bien, le premier décès de coronavirus au Burkina, où on dit que les toutes premières mesures élémentaires qu'on nous a annoncées, que quand on veut mener cette lutte-là, il faut désinfecter là où on soupçonne le virus d'être passé. On nous a même dit qu'il y a une quarantaine, non, je crois, une fois, de domiciles qui a été désinfectés à Ouaga. Pendant que le premier cas de décès de coronavirus au Burkina, à son domicile qui est toujours là aujourd'hui, les parents vivent dedans. Ce n'est pas encore désinfecté. Où est la logique dans ça? Où est la logique? Est-ce que c'est la clientèle, c'est la clientèle politique ici qui est privilégiée parce que ce sont les grands électeurs? Moi, je ne suis pas docteur en médecine, comme j'aime le dire, mais je suis docteur en sciences d'organisation. Et c'est vrai, quand on regarde des choses, il y a beaucoup de choses à dire en ce qu'il dit. Parce que moi, en tant que simple patient potentiel, je me dis, dans la chaîne, on doit trouver des réanimateurs, on doit trouver, comment dirais-je, des anesthésistes, enfin, je ne sais pas moi, il y a toute une chaîne. Alors là, on trouve peut-être quelqu'un qui est... Bon, tout ça, ça pose débat, mais ça, c'est le milieu scientifique peut-être qui peut peut-être nous éclairer. Mais c'est vrai que dans le discours du chef de l'État, il n'a pas du tout fait cas de la gestion même de l'épidémie en tant que telle. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire un bilan? Parce qu'on a pris des mesures. Est-ce que, à l'étape actuelle, parce qu'on voit que le nombre augmente, des décès aussi, malgré qu'on a pris des mesures. Bon, c'est vrai que pour moi, ce qui me concerne, que ce soit les mesures qu'on a qualifiées de sociales, du point de vue entreprise, je suis désolé, mais il n'y a rien. Parce que dans une telle situation, vous soutenez la production et la consommation et pour faire la relance. Bon, moi, dans toutes ces mesures, je ne vois rien de soutien. Même à la consommation, on a diminué le prix du carburant, mais les gens ne circulent même plus. C'est comme des mesures défensives. Je ne sais pas, donc je ne vois rien. Ce sont des mesures défensives alors. Où sont les mesures de soutien à la consommation, à la production et à l'emploi? Moi, je n'en ai pas vu. Maintenant, peut-être qu'on a voulu calmer la grogne des mais est-ce que, concrètement, si on posait une question, quel genre de mesures de soutien, par exemple, il aurait fallu... Par exemple, pour les vacataires, il aurait fallu mettre une ligne de découvert pour payer les salaires, continuer à payer les salaires. Apparemment, j'ai proposé... Et pour non, c'est tout ça par son soutien. Parce que celui qui ne travaille plus, par exemple, les transporteurs, on réduit les mouvements, les activités. S'ils ne travaillent pas, et c'est clair, on va déclarer chômage technique. Et chômage technique, on diminue son pouvoir d'achat.
l'État doit mettre des lignes en place pour continuer à payer les salaires. Moi, je voulais dire deux choses. Très La première des choses, c'est quand vous posez les questions sur la front sociale. Malheureusement, quand on regarde comment le gouvernement fonctionne, j'ai l'impression que c'est celui qui parle haut et fort et le dernier qui a raison vis-à-vis du gouvernement. On va faire ça pour calmer les rabis, les gens derrière, etc., etc. Mais j'imagine que quand l'école va commencer, nos élèves vont sortir, les maîtres vont sortir et ils auront raison. Et on va les écouter parce qu'aujourd'hui, comme ils ne sont pas là, personne ne les écoute. Mais ce qu'il faut ajouter en plus, c'est que la proposition que nous faisons, ça veut dire que si vous ne faites pas en sorte que quand l'école va commencer, les vacataires soient là, vous n'aurez plus d'école. Et je propose qu'on mette effectivement une ligne, ne serait-ce que 100 000 francs par mois pour leur donner, pour qu'ils puissent au moins, ne serait-ce que pour survivre. Oui, une seconde, et puis Ali va terminer. On va passer au second sujet. L'organisation, en fait, de la prise en charge, moi, en fait, ailleurs, je vois que c'est les urgentistes et les réanimateurs. Parce que le cas, par exemple, des diabétiques et autres, là, la cause principale, c'est une autre pathologie. Or, ça, si vous avez des réanimateurs, c'est le réanimateur qui évalue la situation du patient. Les anesthésistes et tout ça. Bon, alors que moi, je sais pas, hein, c'est ça, je dis, les médecins sauront. S'il y a des trucs à dire, qu'il faut qu'ils le disent. Tout à l'heure, vous avez parlé de clientèle. Vous voyez, les politiciens, les politiques, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans tenir compte de la clientèle politique. Ça est dans leur gène. Quand ils regardent un individu, ils ne le voient pas comme un être humain, ils le voient comme un électeur, comme un partisan, ou bien comme quelqu'un qui est contre lui. Ils ont du mal à se départir de cela pour voir les gens simplement comme des citoyens qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux, sont capables aussi d'apporter leur contribution à la gestion de la nation. Ça, c'est pour répondre un peu à ce que le doyen a dit tout à l'heure, qu'il faut faire appel à tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du discours du président, ils se sont empressés pour dire les marchés EIA. Mais Faustin a dit que c'est une vieille pratique. On connaît cette vieille pratique du temps du CDP, où les marchés EIA, où le chef, le gars qui contrôle les marchés EIA est beaucoup plus important qu'un ministre. Voilà, il est capable de foutre le bordel. Je sais pourquoi ils font ça. Vous savez, on peut prendre le pouvoir par la rue. Par les marchés, ils vont sortir, ils vont foutre le bordel. Vous pouvez prendre le pouvoir par eux, mais vous ne pouvez pas gouverner avec eux. Pour gouverner, c'est autre chose, c'est d'autres compétences dont on a besoin. On ne peut pas également gouverner sans eux. Oui, on ne peut pas gouverner sans eux, mais on ne peut pas gouverner avec eux seulement. C'est-à-dire que ça a besoin de d'autres compétences pour réfléchir, pour amener. Or, ils sont toujours restés dans leur pratique de marché des secteurs structurés, de ceci, de cela. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas les secteurs IA et les secteurs structurés. Merci Ali. On va continuer, c'est toujours des sujets qui s'enchaînent. Le second sujet, il s'agit donc de la pandémie elle-même, de la situation actuelle. On a 318 cas de personnes donc testées positives. Il y a 66 guéris, 16 décès. Le taux de létalité est quand même assez élevé quand on compare avec certains pays. Il est quand même élevé au Burkina. Alors, sur la question, il y a un plan de riposte révisé donc, qui a été présenté par le gouvernement, qui part donc de 9 milliards ou 11 milliards à quelque chose de 178 milliards aujourd'hui. Mais quand on regarde dans le plan révisé, il y a 3 milliards, une enveloppe de 3 milliards obtenue avec les PTF et l'État qui a financé 500 millions, et 2 milliards qui restent encore des promesses fermes. On a un peu moins d'1 milliard qui ont été collectés chez les privés, etc. Et on se retrouve dans une situation où finalement, il ne semble pas avoir de moyens pour appuyer. Et là, je prends rapidement ce que dit de façon concrète le plan révisé qui a été fait. Le bilan physique du plan d'action initial fait ressortir un taux d'exécution de 12,14%. La coordination et la communication enregistrent des taux d'exécution physique moyens. Ce niveau d'exécution s'explique par la faible mobilisation des ressources. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de ressources. On a 178 milliards attendus pour pouvoir mener à bien cette riposte. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a 12,14% d'exécution. Il n'y a pas de... Moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que vous savez, en fait, a priori, je suis tellement découragé par tout ce qui se fait dans ce pays. J'ai vu le plan de riposte révisé. Je n'avais même pas eu envie de le regarder. Mais comme je suis concerné, j'ai des parents qui sont atteints, moi-même je peux être atteint, je dis non, c'est un problème de citoyenneté, il faut regarder et j'ai les compétences pour cela. Alors, quand vous regardez qu'il passe de 11 milliards à 178 milliards,
Vous regardez dedans, en fait, le gros, c'est quoi? Vous retrouvez que la stratégie de confinement du Burkina, ça consiste à immobiliser des gens dans des hôtels à 50 000 francs jour. Ces frais d'hôtel s'élèvent à 121 milliards. Merci là-bas. Je vous le dis, à la page, je ne sais pas combien. Et ces gens, il faut les nourrir à 15 000 francs jour. La restauration se lève à 2 milliards. Quand vous ajoutez, vous avez 133 milliards pour le confinement à l'hôtel, sur les 178 milliards. Plus tard, quand vous continuez encore, bien sûr, il y a des aspects de motivation du personnel et autres tout, qui vont peut-être jusqu'à 5 milliards. Bon, je ne vais pas loin. Logistique, vous en avez pour 12 milliards. Bon, allez, quand vous regardez ça, quel est le bailleur de fonds sérieux qui va vous prendre au sérieux? Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté net, je suis rentré, j'ai pris un Lexomil et puis j'ai dormi. Voilà. Bama, le bilan fait ici par les autorités sanitaires nous disent qu'on a 12,14% comme bilan, comme taux. C'est édifiant ça, ce qu'il vient de dire là. Est-ce qu'on a des gouvernants sérieux pour faire des choses comme ça? Mais il faut aussi nourrir les gens. Dans quel hôtel on va confiner tout ce monde-là, même dans ce pays-là? Quand on les confine, il faut les nourrir. On les confine. Ça dit que il y a pas. Ça dit que ici, notre gros malheur, les gens sont devenus tellement paresseux. Les gens ne veulent plus réfléchir. Une situation se présente. Comment on va réfléchir de nous-mêmes par rapport à notre contexte, à nos réalités pour trouver une solution qui est propre à nous? Non, on s'assoit. En France, on a fait ça. Nous aussi, on fait ça. En France, on a fait coup fait. Nous aussi, on a fait coup fait. Qu'est-ce qui est propre à nous là? On ne veut jamais réfléchir pour trouver une solution à nous. Quand on prend par exemple l'affaire des marchés, où on doit dépenser de l'argent pour nourrir ces gens dont on a fermé la boutique, si on réfléchit, est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens de faire des rotations dans les ouvertures des boutiques, ou bien même déplacer certaines boutiques et tout ça, permettre aux gens de continuer à travailler. Mais au Ghana, les gens réfléchissent, ils trouvent des solutions pour ne pas mettre tout le monde au chômage et trouver d'autres façons de fonctionner. Mais si on n'est pas dans ça, on va prendre des gens à aller confiner dans des hôtels et on va les nourrir. Non. Bon, moi, j'ai effectivement... Et chiffré, hein, oui, j'ai lu le plan de riposte assez chiffré. Malheureusement, je n'ai pas les outils techniques de Faustin Consembo pour rentrer dans tous les détails. Néanmoins, comme disent les gens en Côte d'Ivoire, je suis allé un peu à l'école aussi, donc je comprends un peu ce que... Donc, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que c'est une espèce de PNDS bis que les gens sont en train de nous proposer. Un PNDS, d'ailleurs même, qui a fait... flop depuis longtemps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et que je reviens sur ce que j'avais dit au départ, ça veut dire tout simplement que ceux qui écrivent les dossiers du président, parce que bien entendu, le président ne peut pas écrire ça. Le président est entouré de techniciens, de gens peut-être même qui n'ont rien à foutre avec la politique, mais de très bons commis de l'État qui produisent des choses. Et puis ensuite, les politiciens ajoutent leur touche politique pour qu'on puisse... Mais quand on regarde avec la gouvernance MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Les gens gouvernent au pifomètre comme ça. Quand on dit on va mettre des gens à l'hôtel à 50, mais dans quel hôtel va-t-on les mettre? À l'hôtel Silmandé? À l'hôtel Libya? Moi, à Ali Compaoré, je n'ai pas d'hôtel, donc je n'aurai pas d'argent. Voilà, on va leur donner 25 000 francs à manger par jour, 15 000 francs à manger par jour. Voilà. Donc, ça vous dit tout simplement qu'en réalité, c'est une oligarchie qui nous gouverne et qui font attention pour se faire des petits cadeaux. Je vous donne ici, je reprends de l'autre côté. Par exemple, les marchés Yaya, je vais terminer rapidement. Les marchés Yaya, les messieurs qui travaillent là-bas, ce sont des Burkinabés qui ont aussi leur gagne-pain. Et Bama l'a si bien dit, si on réfléchissait normalement, on aurait pu trouver un moyen pour que ces messieurs qui travaillent dans les marchés Yaya puissent travailler, afin aussi que les populations qui sont confinées à la maison puissent sortir tranquillement pour aller faire leurs courses. Moi, j'ai vu le truc en France où les gens sortent pour aller faire leur marché. Ils ont vous allez où? Je vais juste faire mon marché, j'ai mon papier. On dit, OK, vous pouvez aller faire votre marché rapidement, vous revenez. Mais c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on s'assoit, on regarde, si on donne 150 aux hôtels, là, dans 150, là, je pourrais avoir au moins 50 briques dedans. Alors, il y a quand même une donnée qui ressort et un chiffre qu'on voit. On ne va pas se laisser faire dans ça. Depuis qu'on a commencé avec la riposte, l'État a mis, dans le cadre des 3 milliards des PTF et de l'État, l'État a pu décaisser seulement 500 millions. Est-ce que ça ne voudrait pas nous dire ici qu'on est face à une réalité si l'État n'a pas la capacité l'État peut avoir l'argent. Je vous dis pourquoi. Si l'État consultait les gens, il y a d'autres intelligences. Par exemple, le fait de diminuer le prix du carburant, je ne suis pas contre, je ne dis pas non. On aurait pu trouver des proportions et faire en sorte que la différence soit reversée par la Sonabi directement dans une caisse. Ce qui veut dire que tous les jours, cette caisse allait être alimentée. Et on allait disposer
de la et même trésorerie. peut-être les téléphonies mobiles. Voilà. On peut Même ça, passer. mais bon, ce que les Burkinabés attendent, c'est qu'on puisse les soigner s'ils sont malades. C'est pas, les gens ne circulent plus, ça réduit et tout, mais pour avoir de la trésorerie, il y a des idées. Oui, Voilà. oui, pour aller dans le même sens que dit Faustin, vous avez vu au début de la transition, on a attrapé les hommes d'affaires en stock pour aller mettre en prison. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, faites attention. C'est vrai que parmi eux, il y a des gens qui ont les mains un peu sales et il faut tenir compte de cela. Mais il faut faire très attention parce que si on attrape les gens de gauche à droite comme ça, à un moment donné, ça va être assez difficile. Il faut faire très attention pour que ces gens-là aussi jouent leur partition sans pour autant être nuisibles à l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Donc, quand dans un État, on est là, il y a 500 millions qui sont donnés, il y a une dame qui donne 100 millions, il y a quelqu'un qui donne 200 millions, on applaudit sur Facebook et tout ça, c'est rigolo. Ça veut dire que nos hommes d'affaires ne se sentent pas concernés par cette affaire. Ils attendent les marchés publics pour se faire des marchés. Ils achètent des yachts et des hélicoptères, des trucs, ils circulent. Et quand il y a des maladies, ils ne sont pas là. Sur la riposte, la question de la riposte aujourd'hui, qui est vraiment, on va dire, l'épine dorsale de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, parce que la riposte concerne comment on lutte contre réellement la maladie, comment on soigne les gens, comment on empêche la contamination de se faire. Cette riposte-là est là aujourd'hui. Ce sont des ressources qu'il faut trouver, mais visiblement, on se pose la question d'où viendront ces ressources-là quand les PTF réunis déjà vous font une promesse de 2 milliards et débloquent quelque chose, et que le gouvernement aussi débloque 500 000. On se demande finalement où on va trouver l'argent pour faire tout ça, alors que la pandémie est en train de plus prendre de l'ampleur. On peut souhaiter simplement que la maladie, le coronavirus, ne soit pas un élément adjuvant pour que certains remettent sur pied leur véhicule qui était sur cale. Quand vous regardez les chiffres qu'on nous propose, non, ça ne peut pas nous sortir d'affaires. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent et je me dis qu'il y a des gens qui bénissent le bon Dieu pour nous avoir envoyé le coronavirus parce qu'eux, ils vont se tirer d'affaires. Mais ça ne devrait pas être une affaire comme ça. Cela dit, si aujourd'hui, le coronavirus, là où nous amène, je suis de ceux qui disent il faut écouter les scientifiques qui parlent d'une manière sans a priori et sans parti pris. Ils vous disent, le coronavirus, ce n'est pas une maladie mortelle comme certaines maladies. Vous pouvez l'attraper, il n'est même pas mourir. Mais on nous a vendu la peur, si bien que quand quelqu'un tousse même à côté de vous, vous avez envie de fuir. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que le gouvernement, avec des gens qui savent communiquer, avec toutes les compétences nécessaires, vienne nous parler d'une manière claire et d'une manière nette, pour dire nous avons intérêt à nous protéger, mais il n'est pas nécessaire que l'on fasse tout le ramadan qu'on est en train de faire. Mais moi, j'imagine qu'en faisant cela, je peux être un petit peu cynique, je me dis, le coronavirus intéresse beaucoup de personnes que la maladie elle-même. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut généraliser les tests. Parce que quand vous connaissez votre état très tôt, et qu'il y a un protocole... On va suivre cet élément parce que les organisations aussi de la société civile donnent de la voix, ils estiment, ils donnent des directions, ils font des propositions. Certaines sont prises en compte, certaines ne sont pas prises en compte. Dans le cas de la riposte, on va suivre ce que dit le cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19. Le cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 s'inquiète de la progression de la pandémie au Burkina Faso. De 2 cas le 9 mars, le pays compte désormais plus de 280 cas au 2 avril 2020. Ce vendredi, en marge de son point de presse, l'association invite le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Nous recommandons de déconcentrer la riposte sanitaire au niveau des CHR et de créer des postes avancés dans tous les districts sanitaires et former urgemment la ressource humaine médicale. Il s'agira ensuite d'activer les unités médicales existantes pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'unité de Bobo. Et nous recommandons également de libéraliser la prise en charge des cas de Covid-19 en autorisant les cliniques privées à faire le dépistage et à prendre en charge les malades. Le cercle d'aide à la gouvernance propose la prise en charge des personnes vulnérables. Nous proposons d'ouvrir des sites de confinement et de prise en charge rapide dédiés aux personnes âgées et personnes fragiles, à santé fragile.
et de distribuer des kits de protection aux déplacés internes, parce que les déplacés internes, vous savez très bien, il reste un groupe vulnérable dans ce contexte-là. Sur la question de la construction d'une union sacrée, le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 plaide à la décrispation préalable du climat social. Il y a de cela 3 à 4 mois, les médecins, les gars du secteur médical étaient ceux-là qui étaient vilipendés ici parce qu'ils étaient allés en grève. Mais je suis très heureux de constater que tout le monde loue aujourd'hui le travail des médecins du corps médical. C'est déjà une avancée dans la compréhension. Il faut aller au-delà de ça pour mobiliser toute l'administration et donc pour amener l'administration à s'engager fondamentalement. Il faut régler ce problème, peut-être suspendre. On n'a même pas dit régler des vies, mais suspendre. Pourquoi on règle la question de la pandémie? Et puis bon, peut-être dans 6 ou 8 mois, on reprendra nos autres bagarres quand on aura fini avec la question du Covid. Alors, très rapidement, pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de suivre. Alors, pour le sexe citoyen, il faut déconcentrer la riposte la riposte sanitaire au niveau des chercheurs et créer des postes avancés dans les districts sanitaires. Il faut décentraliser la riposte et la mobilisation sociale par la responsabilisation des collectivités. Il faut motiver et protéger le personnel sanitaire par des primes et un système d'assurance pour l'indemnisation des risques. Élargir les mesures de distribution de vivres à tous les ménages démunis non apparentés aux commerçants à travers l'implication des mosquées, des temples, des églises et l'octroi de bons gratuits. Et puis promouvoir le dépistage des marches, adapter la riposte aux groupes fragiles et puis appuyer à l'émergence des tradis pratiques, mais notamment la question des cliniques privées, le dépistage et le soin par les cliniques privées. C'est parfait, moi j'ai suivi et effectivement c'était des soucis et des angoisses maintenant que c'est porté par des Burkinabés. Je pense que les autorités gagneraient à écouter et à s'en inspirer. Par exemple, la libéralisation de la possibilité des tests et des prises en charge. Récemment, on a vu qu'il y a une pharmacie de la place qui a été fermée. Bon, qui est mise sous scellé. Mais là, j'ai trouvé encore que c'était un peu mesquin. Bon, vous fermez une pharmacie qui paye des employés, qui paye des charges, parce qu'elle aurait importé illégalement. Soit, si c'est une importation illégale, on saisit le stock et on laisse la pharmacie continuer. Mais là, nous sommes déjà dans un contexte de crise et vous allez vous fermer totalement la pharmacie. Bon, OK, qu'à cela ne tienne. Mais en fait, ce qu'on a dit, c'est quoi? Il faut permettre, l'idéal, c'est ça, parce que les tests existent, Taïwan et puis il y a d'autres pays qui l'ont déjà. C'est des tests en 10 minutes, vous les avez. Et même les tests actuellement qui sont faits ne sont fiables qu'à 65%. Donc, aucun test n'est fiable à 100%. Il y a même dans certains... Le débat même est dans le milieu scientifique, vous dit que 30% des cas même sont testés. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut libéraliser en fait, la possibilité de tests et de prises en charge. Ça suppose un protocole. Mais là encore, j'étais un peu déçu parce que j'ai vu dans la colonne des journaux le professeur Alidou Tinto, qui est vraiment un éminent chercheur dans le milieu de la science, qui veut refaire encore la roue sur ça, puisqu'ils veulent prendre encore 3 semaines ou 1 mois pour faire encore des tests cliniques. Alors que, moi, je ne sais pas si les Africains... Le Conseil des ministres a demandé que le ministre de la Santé prenne un arrêté pour introduire le protocole du professeur Raoult. On attend toujours. Si, mais nous sommes dans une situation d'urgence. Dans une telle situation, et d'autant plus, je ne sais pas si les médecins, les chercheurs africains communiquent, puisque à Dakar, ils sont déjà en avance. Dakar, c'est un pays africain. On peut me dire, oui, la France, mais attendez. Donc, c'est l'urgence, il faut parer à l'urgence, c'est ce que je veux dire. André Géniboudou, on aura juste 30 secondes sur ça. Oui. La question ici, les cliniques privées ne sont pas autorisées aujourd'hui à faire des dépistages, encore moins à soigner des personnes sur la base d'un protocole qui pourrait être défini. Alors, la question, c'est qu'on remarque qu'il y a aussi des plaintes, des complaintes de gens qui sont là, qui attendent par exemple qu'on les prenne en charge. Il y a des respirateurs qui manquent. Personne ne connaît son état aujourd'hui. Personne ne peut aller faire un dépistage pour savoir s'il est bien portant ou pas. Est-ce que la question au niveau des cliniques privées ne doit pas être levée très rapidement? Non, mais Évariste l'a dit, hein, mais vous savez qu'il y avait quelqu'un qui avait théorisé sur l'esprit des Burkinabés. Il avait parlé des 3e des Burkinabés, qui est la méchanceté, la mesquinerie et la médiocrité. Je ne peux pas comprendre qu'avec une sorte de pandémie, on arrive à interdire des gens qui sont institués légalement. Parce que j'imagine que pour ouvrir une pharmacie, il est légal. Comme il a si bien dit, si c'est vraiment le stock qui est incriminé, c'est le stock que l'on saisit. Mais c'est l'esprit des Burkinabés. Vous savez, et ça c'est dommage, et c'est ça qui veut tous nous tuer. Si les Burkinabés ne dépassent pas ce cadre mesquin, de si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre ne peut pas faire là, c'est ça qui veut nous tuer. J'imagine que le médecin, la pharmacie, va pouvoir rester en justice contre ceux qui ont fait ça. Il ne doit pas se taire.
Parce que ça, c'est la force brute. Et on ne peut pas accepter la force brute dans un état de droit. En vertu de quoi? Et dans un état d'alerte sanitaire également. Oui, mais au contraire, on devait même encourager tous ceux qui ont des compétences à aider les gens pour que quelqu'un qui doute un petit peu de son état puisse faire. Par exemple, quand je suis un petit peu malade, je suis fébreux, quand je pars dans un CSPS, la première des choses que je demande à faire, c'est faire de la goutte épaisse pour savoir si je ne suis pas malade. Même la dengue, etc. Et voilà que quelqu'un, une entité se met en place pour aider. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bon, écoutez, Ali, la fermeture de cette pharmacie vient, je dis clairement tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Conséquence, l'État veut faire un monopole. Voilà, ils veulent centraliser. Ils veulent centraliser tout. Il y a des gens qui pensent que c'est leur gombo et quelqu'un ne doit pas venir. Voilà, c'est tout. Ils veulent tout centraliser entre les mains de quelques individus pour pouvoir bénéficier des prébendes de cette affaire. Et justement, c'est dommage. Donc, comme on l'a si bien dit ici, si la pharmacie a importé des trucs de façon illégale, on saisit le matériel illégal et on laisse la pharmacie comme chose. Moi, c'est une pharmacie que moi je fréquente. J'achète des médicaments là-bas. Ça, ce sont des pharmacies, mais il y a aussi les cliniques privées. Oui, mais nous venons. Si maintenant on commence à arrêter les pharmaciens de cette manière, on va attraper les cliniques privées de cette manière. Seulement, il faut leur dire, si vous voulez faire ça, voilà un certain nombre de choses. Le protocole à suivre. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin de fermer une pharmacie aujourd'hui. C'est comme si on est attaqué et qu'il y a quelqu'un qui fabrique des armes et on va fermer son armurerie parce qu'il n'a pas une autorisation pour faire attaque du sérieux. Sur les cliniques privées, là, parce que j'ai été même confronté à des cas, il y a des gens, par exemple, qui ont la gine ou bien la grippe. Quand ils s'y présentent, ils ont les signes, on les refoule. Personne n'en veut. Pourquoi? Parce que les cliniques privées n'ont pas les moyens de se protéger. Ce qui est important pour les cliniques privées, il faut leur donner des dotations conséquentes pour pouvoir se protéger et continuer à traiter les malades. C'est ça le problème fondamental. Alors, Bama, pour terminer sur cette question de la riposte et vraiment des questions assez pointues qui se posent dans cette riposte-là. Il y a une chose que, la toute première fois qu'on a parlé de cette affaire de coronavirus sur ce plateau, le doyen et moi, on a défendu. Il est revenu dessus encore aujourd'hui. Et c'est un discours que les gens n'aiment pas entendre du tout. Pourtant, il faut tenir compte de ça. Ça dit que, quoi qu'on dise là, cette affaire de coronavirus là, il y a le côté business de la chose qu'il faut accepter. C'est un business. On lit c'est un business. International, on parle de corona business. Quand on dit ça, c'est pas qu'on dit qu'on nie la maladie, l'existence de la maladie. Non. On reconnaît qu'elle existe. Mais il y a cette peur-là qu'on veut vendre aux gens, comme il a dit. Il faut tenir compte de ça. Ça, c'est une réalité. Et ça se voit aujourd'hui. Si ce n'est pas cette peur qu'on veut vendre aux gens, comment comprendre que la première victime, c'est-à-dire que le premier décès de coronavirus au Burkina, ses parents n'ont jamais été testés, n'ont pas été mis en quarantaine, n'ont pas été confinés, ils sont toujours dans le domicile exposé, tout le monde va là-bas aujourd'hui, et aucun n'est encore malade. Quand je dis ça, je ne dis pas que la maladie n'existe pas, la maladie existe. Mais voilà qu'on nous dit que le premier cas qui est mort au Burkina de cette maladie-là, son mari, il est toujours bien portant. Moi, il y a encore quelques heures, avant-hier, moi j'étais avec lui, il est bien portant, il n'a pas de problème. Son chauffeur, son garde-corps, ses enfants, parce qu'elle était vice-présidente ils sont tous là. Ils n'ont qu'un problème. Dieu merci. Et pendant ce temps, on nous fait croire que non, c'est une maladie. Il faut mobiliser. Et d'abord, dans un premier temps, on nous fait croire qu'il faut mobiliser 11 milliards pour faire face à ça. On n'a pas compris dans quel coup rapidement. On nous dit avec un chiffre de 100 milliards qu'il faut 167 milliards. La calculatrice s'était trompée. On aura l'occasion de revenir parce qu'il y a les appels qui vont venir. Tous les appels là parlent de coronavirus, donc on aura l'occasion d'approfondir. La réaction en fait, du comité citoyen là, qui préconisait de la mise à jour des CHR pour pouvoir... Parce que dans le plan de riposte, figurez-vous qu'il y a au moins... On prévoit créer des laboratoires mobiles pour près de 180 millions. Ouais. Pourquoi ne pas... faire en sorte que chaque région, chaque CHR puisse avoir un laboratoire pour détecter et analyser. Et par ailleurs, il ressort que le personnel de santé et tout ça, il n'y a pas plus de 10% qui sont mobilisés au Burkina. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des médecins, l'ensemble des agents de santé, si on prend l'ensemble des étudiants en médecine, et tout ça, il n'y a pas plus de 10% qui sont mobilisés. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Faustin dit. J'ai écouté une radio avant de venir ici où il y avait un responsable qui disait que les déplacés internes sont confinés et que personne ne peut venir d'ailleurs. Mais il oublie de nous dire que pendant qu'il y a le coronavirus, il y a aussi en même temps les attaques terroristes qui continuent.
et les gens qui fuient les attaques terroristes, ils vont venir et vous allez les mettre où? Vous allez les garder où? Donc il y a tout un tas de mouta-mouta autour de cette affaire et ça, c'est pas bien. Merci. On va terminer sur la question aussi des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes dialysées, diabétiques, asthmatiques, voilà, ceux qui sont vraiment des personnes vulnérables. La question est vraiment importante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Être orienté vers ces personnes-là. Et ces personnes, en fait, quand ils sont dans des stress respiratoires, comme on dit, c'est un réanimateur qu'il faut. Je ne sais pas, hein, mais je pense que les réanimateurs sont très importants dans la riposte. Ouais. En tout cas, pour les nouvelles qui nous parviennent, il y a beaucoup de problèmes liés aux respirateurs, réanimateurs, parce qu'on n'a pas la quantité qu'il faut, alors qu'on a beaucoup de cas de personnes vulnérables, des personnes qui ont des problèmes respiratoires, etc. En tout cas, on va dire un mot sur le Mali, d'ici là qu'on enregistre notre premier appelant. Le Mali, Soumaïla Cissé, qui a été donc pris en otage depuis un certain moment, a vu 5 de ses proches libérés il y a, disons, 24 ou 48 heures. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, on va dire, par rapport à Soumaïla Cissé? Est-ce qu'on est en train de tendre vers une sorte de... Probablement. Et d'autant plus qu'il y a parmi les intermédiaires qui... En fait, il revient quand même, il nous est revenu que cet enlèvement a l'air d'être peut-être ou d'avoir été une bavure. Parce que comme on l'a dit, tous les acteurs politiques ont des passerelles avec tous ces gens-là. Maintenant, c'est vrai que ça va être moins grave. Il faut déplorer le décès de son aide de camp. Sinon, l'imam Mahmoud Diko, qui est très influent dans les réseaux, a été mis à contribution. Et c'est sûr que je pense qu'il y a de l'espoir quand même pour M. Soumaïla. Je pense que ceux qui ont été libérés, de ma petite analyse, je pense que c'est des porteurs de messages pour essayer de voir avec les autorités maliennes, les autorités de Barkhane, pour rentrer dans une forme de discussion pour essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est une bonne prédisposition d'esprit de ce groupe? Oui, il y a quand même quelques gens qui sont morts. On déplore cela. La prise en otage des gens, ce n'est pas des choses qu'il faut encourager. Mais enfin, devant la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, le fait de libérer quelques-uns pour partir, c'est une bonne prédisposition d'esprit pour qu'on puisse libérer M. Soumaïla Cissé rapidement. Et c'est un message qu'on envoie à quelques va-t-en-guerre qui sont assis à Ouagadougou ici, qui ne bougent pas, mais qui disent qu'on ne collabore pas avec le diable, alors qu'ils sont bien protégés ici, derrière des bunkers. D'accord, on prend notre premier appelant, Touré Oumar de Bobo Dioulasso, sur les mesures d'accompagnement de l'État. Monsieur Touré. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Pour éclairer nos dirigeants, mais qui refusent d'écouter. Et un bas spécial à M. Barma, le Burkindi, le vrai. Eh bien, pour ce qui concerne les mesurettes du président, moi je voulais dire ceci. Il a une fois encore raté l'occasion d'enfiler son costume d'homme d'État qui n'a pas été surpris par le pouvoir. Parce qu'il aurait pu faire d'une pierre 3 coups, c'est-à-dire agir sur le plan de la sécurité, sur le plan de la paix, de la cohésion sociale qui s'est effritée, tout le monde le dit, et maintenant sur le plan du bien-être, comme aujourd'hui les mesurettes sociales tentent de le faire croire. Et donc pourquoi je parle de mesurettes? Parce que tout simplement, on a l'impression que de la même manière que les toutes premières informations étaient de nature tendancieuse et même anti-travailleurs, eh bien, ces mesures-là également tendent donc à écarter les travailleurs. Un seul mot n'a pas été soufflé sur la cohésion sociale qui est en mal du fait que les travailleurs, on dit 200 000 seulement, comme si c'était 200 000 seulement qui étaient dans la rue le 7 et qui s'apprêtaient à aller plus nombreux sur le terrain le 17. Et puis on dit, à cause de 200 000 personnes seulement, on ne va pas prendre des mesures. Et regardez ce qui est en train de se passer. On a comme l'impression que les Burkinabés ont été divisés en 2 catégories de citoyens. Les citoyens aisés, les vrais citoyens, et puis les petits gens. Et les petits gens, on les traite comme des mendiants qui attendent justement de l'aumône. Même pas de la charité, qui est un élan du cœur, parce que les gens ont des pierres à la place du cœur. Mais de l'aumône. Et par contre, l'autre catégorie, ce sont des mesures. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour prendre en charge
les opérateurs économiques, si vous voulez, la relance économique qui fait débloquer 100 milliards. Ce n'est pas suffisant. Mais en comparaison avec ce que l'on donne aux petites gens, c'est comme le jour et la nuit. 5 milliards pour les femmes, la relance économique des femmes, 15 milliards, je crois, c'est pour les pharmaciens, et 100 milliards pour les entreprises. On se demande même comment ils vont utiliser cela. Pendant ce temps, il y a d'autres mesures fiscales qui accompagnent ces entreprises. Par exemple, il y a des exonérations, il y a également l'arrêt des poursuites fiscales, et ce qui est insensé, incompréhensible, incongru, c'est des attestations fiscales à quelqu'un qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'il n'est pas à jour de ses obligations, et malgré tout, on lui donne une attestation fiscale, c'est-à-dire un laissez-passer, un blanc pour ne plus rien payer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on accorde de l'autre côté? 7 000 francs. Entre nous, qui ne peut pas donner 3 fois 7 000 francs à quelqu'un pour gérer ses factures? N'importe qui pourrait le faire. Est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est cohérent que quelqu'un qui peut perdre 1 million, 2 millions, 3 millions dans l'espace de 3 mois, est-ce que vous pensez que c'est cohérent qu'on lui jette à la face 7 000 francs, 21 000 francs maximum? Moi, je pense que les gens sont continuellement en train de se foutre des Burkinabés. Monsieur Touré. On prépare des campagnes politiques. Monsieur Touré. Plutôt que de le dire, on dit, on veut lutter contre la maladie. Monsieur Un Touré. antagoniste contre les travailleurs, oui. Monsieur Touré. Oui. Merci pour votre participation. Je ne peux pas faire de propositions. D'accord. Très rapidement, une ou deux propositions si vous en Au avez. lieu de faire ces mesurettes-là, pour être équitable, pour aller dans le sens de la justice, on aurait dû essayer d'évaluer le nombre de ménages pour donner 150 000 francs à chaque ménage qui compte plus de 7 enfants, 100 000 francs à ceux qui ont au moins 4, et puis 50 000 francs aux célibataires, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et maintenant, les mesures fiscales, on les prend également de manière objective, non pas pour pardonner les gros bonnets et justement les prête-noms, les petits bourgeois et bourgeois qui sont parmi eux-mêmes. Merci, monsieur Touré, qui nous a appelé de Bobo de la Source. Il faut préciser quelque chose. Les ASF, là, les autorisations de situation fiscale, c'est pas, pour l'avoir, en fait, on ne définit pas, la définition n'est pas que vous devez ne pas devoir quelque chose à l'État pour qu'on puisse vous livrer l'ASF. Seulement si vous devez à l'État, vous négociez, on va vous donner. Parce qu'au Burkina, tout le monde doit à l'État. Tout le monde doit. C'est très très rare et difficile de trouver quelqu'un qui ne doit pas à l'État. Donc c'est peut-être dire que dans les mesures, on va alléger. Mais sinon, on délivre même en temps normal. Ça voudrait dire que donc c'est un non-sens alors? C'est un non-sens. Mais si dans la pratique, c'est dans la pratique, si vous n'êtes pas à jour, on ne vous donne pas, on ne vous délivre pas. Et ça bloque certains hommes d'affaires, certaines entreprises de pouvoir. Je pense que ce qu'il faut comprendre, ce que Évariste dit, c'est que vous savez, les gens qui ont le pouvoir d'État, ceux qui ont un petit pouvoir que l'État leur délègue, font à leur tête. Vous avez des gens qui interprètent des textes en leur propre faveur et comme ils le veulent, sans que personne ne puisse contester. Oui. On fait ressortir ce que vous devez, mais on voudra vous le donner. Voilà. Mais en fait, il a donné quand même des mesures. Ces propositions sociales, c'est l'idéal. Donner 150 000, 100 000, 50 000, mais vous les prenez où? Si vous ne les avez pas gardés, si vous ne les avez pas... Je ne sais pas. Bama? Oui. Non. On va revenir on va terminer avec le Mali, Bama et André Eugène, sur le cas du Mali, avec la libération des 5, et puis on aura fini avec le Mali, et puis on se consacre entièrement à nos téléspectateurs qui appellent. Ok, donc par rapport au Mali, pour répondre à la question que tu as posée, c'est clair que c'est un beau signe, hein, c'est un beau signal qui vient. Et au moins, ça permet de savoir que le monsieur il est vivant au moins. Et maintenant, c'est comme Ali l'a dit, c'est un message qui est envoyé. On est certainement dans une logique. C'est vrai que en la matière, on ne va jamais dire qu'il y a eu une rançon qui a été versée. Jamais au monde, on a déjà dit qu'on a versé une rançon pour libérer un otage. Mais on sait comment ça se termine, ces histoires-là. On a envoyé un message
il faut envoyer l'argent, on va libérer le type. Donc c'est aux gens aussi de comprendre ce message-là. Et puis le monsieur va sortir de là. C'est ce que les gens veulent. André Eugène, est-ce que pour certains aussi, Soumaïla Cissé, c'est vraiment la part pour le dialogue politique qui avait été lancé au niveau du Mali? Et que c'était vraiment un élément de chantage dans le cadre de ce dialogue. Je crois que lui-même, il avait dit que lui n'allait pas négocier avec les gars. Hein. Ouais. Donc, bon, on va dire, bon, comme tu ne veux pas négocier avec nous, tu viens nous voir. Mais non, je pense que ce qu'il faut souhaiter seulement, soit qu'il soit libéré sain et sauf et que bon, personne n'a intérêt à garder quelqu'un, quoi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, M. Souleymane Kaboré? D'accord. On continue donc sur l'intervention tout à l'heure de M. Touré Ouma, qui avait fait des propositions sociales. Oui, mais ces propositions sociales, ça marche dans des pays où on a des réserves, où on prévoit des fonds pour faire face aux catastrophes d'urgence ou autres. Or, dans notre pays, on n'en a pas. Au Sénégal, il est prévu 150 000 francs pour des ménages à risque. Chaque ménage. À risque. En Côte d'Ivoire, c'est 1700 milliards, pratiquement le budget national. En France, on continue à payer était consacré à la question. Ouais. Non, mais il n'a pas aussi tort, parce que c'est le gouvernement qui lui a donné cette opportunité de penser à ça. Parce que quand on dit qu'on va mettre les gens dans les hôtels pour les nourrir pendant ce temps, ça donne l'occasion aux gens de penser qu'il y a de l'argent. C'est là où on voit le paradoxe de cette histoire. Pendant qu'on dit qu'on veut fermer les boutiques des petits commerçants au bord du Rodoko pour les faire dormir à la maison, et puis on va leur donner 15 000, combien de 1000 francs pour manger par jour. Pendant que, pour peu qu'on réfléchisse un peu, on aurait pu les redéployer autrement, organiser le secteur autrement pour que les vêtements continuent à travailler. Quand on sait qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas se mettre à prendre des mesures où on a même déjà des problèmes de tensions de trésorerie et on veut prendre des mesures où on veut aller donner de l'argent aux gens. Mais il faut être un peu intelligent quand même dans ce pays-là. Hein? Non, les mesures fiscales que, soi-disant, les gens pensent que c'est des cadeaux. Regardez les secteurs, c'est le transport, la restauration, l'hôtellerie. C'est des secteurs morts. Donc, finalement... Parce que crise de... Oui, je pense d'accord, que Ok, d'accord. On prend notre téléspectateur, M. Souleymane Kaboré. Souleymane Kaboré qui est à Ouagadougou, sur la situation coronavirus. Allez-y, monsieur Kaboré. Ouais, bonjour, monsieur Loukman, et bonjour à tous vos invités. Bonjour et bienvenue. Voilà. Et, bon, mon intervention relative au coronavirus. En fait, monsieur Loukman, chaque dimanche, quand je vous suis, sur les grands mots de la nation burkinabé, je sens pour vous une sorte de pitié, en fait, pour vous et à tous vos invités. Vous luttez, vous apportez des idées, mais on sent que les choses n'avancent pas. En fait, je voulais toucher du doigt les causes fondamentales de notre problème au Burkina Faso. Et il ne faut pas perdre de vue le vrai combat. Le vrai combat au Burkina, on a une crise des leaders. On a un problème de leadership. On a un problème de technocrates. On a aussi un problème de vision de ce qui est important. Bon, quand on prend le cas, tout ce que vous dites, vous allez pour apporter de bonnes idées. Les idées vont prospérer si les leaders, qui sont nos dirigeants politiques, ont de la vision et puis surtout de la sincérité politique. Vous voyez, donc c'est ça le problème fondamental du Burkina Faso. Il va falloir laisser tomber les débats conjoncturels et puis repartir un peu dans les fondamentaux même de ce que c'est que la gestion étatique. C'est ça le véritable problème. Et moi, rien ne m'étonne dans ce pays parce que on a tous été dans les marches, on a tous lutté pour le changement de certaines choses. Aujourd'hui, quand on regarde le type de dirigeants qu'on a, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Je veux partager avec vous une expérience personnelle. Je suis un cadre du secteur minier. Par exemple, quand je prends les mesures que le chef de l'État a prises, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé au secteur minier pour demander à ces dirigeants des sociétés minières d'apporter leur contribution? Ça n'a pas été fait. Vous voyez. Et au-delà de ça, quand on regarde un peu les leaders, il y a une crise de leaders politiques. Non. Moi, je m'en veux même pour responsable. Toute cette jeunesse, des jeunes avocats, des jeunes cadres, qui souvent dans leurs entreprises privées apprennent des outils de gestion, de management, de planification, mais ces gens-là doivent s'inscrire dans une logique de contribution politique afin de pouvoir apporter leur savoir-faire à la gestion de l'État. Mais malheureusement, on ne leur ouvre pas les portes. D'accord. Mais M. Kaboré, vous êtes dans une perspective
de changement de modèle de société et tout. Alors là, vous partagez un peu quelque chose qui est vrai, mais qui est quand même qui peut susciter du pessimisme, parce que si l'avion en plein vol, le cockpit ou le commandement de bord n'est pas, comme vous le dites, n'est pas celui qu'il faut, comment on fait? Comment on fait? J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que M. Kaboré dit. Effectivement, depuis le début de cette émission, on a beaucoup discuté de toutes les questions ici. Mais qu'est-ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, ou bien quand quelqu'un vous accoste, ça dit, bon, on présente les gens comme des nostalgiques, comme des gens parce qu'ils n'ont pas eu à manger, des aigris, de ceci, cela. Bon, je ne sais pas quelle mine j'ai, mais quand on me regarde, est-ce que moi je ressemble à quelqu'un qui a faim? On a qu'à être sérieux. On a qu'à être sérieux. On n'est pas aigri, on n'est pas nostalgique de quelque chose. Nous sommes des Burkinabés, nous apportons notre contribution à la bonne marche de la nation. C'est ça ce que nous faisons ici. Maintenant, quand il pose la question des mines, effectivement, moi, tout à l'heure, quand j'ai dit que quand le président écrit son discours, on a l'impression qu'il n'est pas entouré. Parce que comment on peut aller taxer des petits gens alors qu'il y a des gars qui sortent avec du charbon fin et tout, et on ne parle pas d'eux. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on se résigne. M. Kaboré dit qu'il n'y a pas de commandement de bord. Et puis, il nous compare quand même à des gens qui crient dans le désert. Mais je pense qu'il... Oui. Non, mais je crois qu'il faut continuer à crier. Ce qui est fait est important. Non, il faut crier, il ne faut pas s'arrêter de crier, parce que ne serait-ce que le bruit, là, ils vont entendre un jour. Si on s'arrêtait aussi, si on se taisait, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut se vous taire parce que vous parlez, mais personne. Non, nous disons non, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à parler. Nous parlons pour ceux qui écoutent. Nous parlons pour ceux qui écoutent et nous pensons que tout ce que nous disons, même s'il y a 1% de vérité de ce que nous disons, ceux qui sont intelligents prendront les 1%. Ceux qui ne sont pas, ils peuvent mettre la tête dans le sable et puis un jour ça va les rattraper. Mais cela dit, aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir, comme tout le monde le souhaite, il faut que nous nous mettions tous en ordre de bataille et quelqu'un n'ait de trop dans le pays et qu'il faut que les uns et les autres parlent. Et puis d'ailleurs, ceux qui rendent un fier service à la nation, ce n'est pas ceux qui disent toujours, même dans nos entreprises, même dans nos familles, hein, les gens qui aiment vous dire « oui, papa, vous avez raison, oui, maman, vous avez raison », ce ne sont pas les meilleurs de vos enfants. Hein. Souvent, il faut que dans votre famille, quelqu'un vous dise « non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. » C'est récalcitrant quelque part. Oui. Dans l'intervention du monsieur, j'ai retenu 2 points importants, comme Ali l'a dit. Il a touché 2 points importants qu'on a eu à relever ici depuis le début. La question du leadership, c'est une question, à moins qu'on ne veut pas être sérieux, ça c'est visible à l'œil nu. On a un problème de leadership au Burkina, on n'a pas de leader. Mais la faute est qui? C'est clair. C'est les gouverneurs qui sont là, ils ont été élus, ils sont allés aux élections, les gens les ont élus. C'est peut-être à tout le monde, on a peut-être commis l'erreur de choisir des gens qu'on n'aurait pas dû choisir, c'est peut-être ça, mais c'est encore en premier lieu la responsabilité, surtout la faute à ceux qui nous ont dupés aussi, parce que là, on nous a vendu un projet de société qui à la pratique, ou bien on a refusé en tout cas de l'appliquer, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a acheté. On nous a vendu autre chose et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a des gens vraiment... Il y avait un vice caché. Franchement. Et c'est là, bon, c'est vrai, hein, moi, je n'ai jamais caché mon aversion vis-à-vis de Blaise Compaoré, hein, mais aujourd'hui, moi, je regrette Blaise Compaoré sur certains aspects. Par exemple, on parle de leadership dans certains domaines. Blaise Compaoré, on a beau ne pas l'aimer comment. Voilà, le monsieur, il avait un sens de l'État très élevé. Il savait choisir des bons hommes pour mettre à la place qu'il faut. Quand on prend sa nomination de ministre, mais tu ne vas pas faire un ministre de Blaise Compaoré où tu vas venir lui faire ce genre de remarques-là. Il savait choisir des technocrates pour mettre... Quand on prend des gens comme les Tetu Zongo, les Paramanga, je ne sais pas, il savait aller chercher les gens qu'il faut pour venir mettre à la place qu'il faut. Moi, je pense que des gens, on ne sait pas où on va choisir des gens, on vient de déposer là, mais ce n'est pas la peine. Attention, on parle de nos ministres, il ne faut pas exagérer. Il y a un problème, crise, un déficit de leadership, mais... Oui. C'est vrai que j'ai pris un exemple une fois sur les réseaux sociaux, les gens disent au Cameroun, oui, mais les gens bien et là, quoi. Non, parce que les gens, il y a 90% des gens sont instruits et éduqués. Au Cameroun, de les manipuler. Malheureusement, chez nous, on manipule les gens facilement. Mais moi, j'en veux personnellement au président Compaoré. Pourquoi? Kaboré. Non, président Compaoré. Ah, Compaoré, d'accord. Parce que lui, au niveau où il était, il avait des informations, il comprenait très bien pour ne pas laisser, en fait, la brèche. L'héritage n'a pas été... Voilà. Et je pense qu'il a fauté à ce niveau. D'accord. Moi, je suis d'accord. Ali, on est presque au thème de l'émission. Blaise Compaoré, je le dis... là où Blaise Compaoré. Oui, j'aime bien le président Blaise Compaoré. Et là où il est, si sur l'émission, Monsieur le Président, vous avez mon bonjour.
Mais le président Compaoré, effectivement, il était entouré de gens. D'accord. Oui, mais si les gens sont mauvais, comment faire? On ne peut pas faire une bonne sculpture avec du bois filandreux et tortueux. Merci à vous. On termine donc cette émission sur ces notes-là. Tout le monde doit être mobilisé. Le chef de l'État a fait un discours qui, par des endroits, reste insuffisant. C'est tellement que d'autres mesures vont encore venir. Ceux qui écoutent aussi pourront, en tout cas, faire en sorte que les recommandations, les propositions qui fusent de toutes parts puissent être prises en compte. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est en guerre. Quand on est en guerre, aucune arme n'est de trop et aucune personne n'est de trop. Il faut mettre tout le monde, il faut engager tout le monde pour qu'on réussisse à s'en sortir. Dans tous les cas, c'est une question des maladies. On peut être malade, sa famille, ses proches, ses amis, etc. Donc ça concerne tout le monde ici. Ce n'est pas une question politique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'étais donc avec Bama Lagui. Bama Lagui est journaliste. Il est le rédacteur en chef du Courrier confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci Bama Lagui d'être passé sur ce plateau. Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, maintenant cadre donc, au ministère de la communication. Et voilà, merci d'être passé sur ce plateau. Et puis André Eugène Iboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Iboudo d'être passé. Et puis enfin, dernier invité, c'était Faustin Évariste Concebo. Il est donc chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. En tout cas, mesures barrières, il faut respecter les mesures barrières. On l'a entendu, il n'y a pas d'argent peut-être dans le pays, il n'y a pas de moyens pour faire miracle, mais le seul miracle, c'est que nous puissions ensemble respecter les mesures, au moins chacun à son niveau, et donc lui-même sa propre chance, sa propre issue de ces cours. Donc allons-y pour les mesures barrières. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour notre presse éco. Merci, au revoir.